Ah, perdre du poids. Comment ils ont maigri là-bas. 4 novembre et Moscou est furieux. La plus grande usine de traitement de gaz au monde est en feu. Plusieurs centrales thermiques de la région de Moscou ont été détruites par l'issue. Il y a des pannes massives là-bas. C'est dur. Écoutez. Alors, qu'est-ce qu'ils ont bombardé là-bas? Et le plan aussi. Eh bien, devinez. La nuit, des drones et des missiles amis attaquent la sous-station de Vishka, 500 km, l'un des principaux centres énergétiques de la région de Voular. Elle est hors service. Cette station est le nœud le plus important de l'anneau énergétique du centre de la Volga qui relie les systèmes électriques des monts Oural et de la Russie centrale, et elle a été détruite. Cette nuit, les forces armées ont frappé la région de Moscou. Le trafic aérien a été interrompu dans les aéroports de Nijni Novgorod, Penza, Samara, Tambov, Sotchi, Kalouga, Ulyanovsk et Oufa. J'ai déjà eu une bonne friture. Restez dans l'enveloppe. Activez votre volonté. On n'entend rien. Moscou se noie dans le feu et le chaos. Le système s'effondre comme un château de cartes. La Russie part en vrille. Les autorités perdent le contrôle. Les régions s'embrasent les unes après les autres. La crise du carburant n'est que le début. Le célèbre analyste militaire Roman parlera de la panne d'électricité à Moscou. Il y a eu plusieurs autres frappes sur des stations et des sous-stations autour de Moscou. D'ailleurs, peu de gens en parlent. 4 sous-stations autour de Moscou ont déjà été mises hors service. Nous en sommes déjà arrivés là. Mes amis, la nuit dernière, des drones amis ont attaqué la sous-station de Nishka. C'est l'un des principaux centres énergétiques de la région de la Volga. En fait, elle a été mise hors service. Il y a des pannes d'électricité là-bas. Le quartier général des forces armées ukrainiennes a confirmé la frappe sur la raffinerie de pétrole de Novakouibychev. Et surtout, l'incendie de l'usine de traitement de gaz d'Orenbourg en Russie était vraiment spectaculaire. Ah, vous auriez dû voir comment elle brûlait là-bas. Oh, je pouvais le sentir d'ici. L'usine de défense Avangard à Bakhkortostan a été attaquée, je crois, pour la 2e fois. 3 puissantes explosions. Tout est en feu. La Russie est à court d'essence. Une pénurie de carburant a déjà été constatée dans près de 90% des régions de Russie qui connaissent des stations-service vides au milieu des attaques de drones. Les files d'attente aux pompes à essence s'allongent et le flash mob, pas d'essence, se répand. 4 autres régions ont été ajoutées, notamment le district autonome de Yamalo-Nenetsy, la Touva, l'Udmurtie et l'oblast de Kourgan. Nous allons discuter de tout cela avec le célèbre analyste militaire Roman Eretan. Roman Grigori, bienvenue. Merci. Je souhaite à tous une bonne santé. Roman Grigori, que pensez-vous des frappes? Tout d'abord, bien sûr, l'usine de traitement de gaz d'Orenbourg en Russie brûle violemment. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Il y a environ 6 mois, au printemps, vous et moi maudissions nos soi-disant grands spécialistes avec tous les jurons du livre pour avoir envoyé des drones de manière aléatoire partout où ils se trouvaient. Jusqu'en août environ, ces attaques aléatoires n'ont mené à rien. Pourquoi? Parce que si un nombre suffisant de drones sont envoyés vers un seul point, ils peuvent s'en percer la défense aérienne de première ligne. Disons qu'il en faut plus d'une centaine visant un seul endroit. Alors, ils atteignent la cible elle-même. Ainsi, étape par étape, vous devez éliminer 1 ou 2 cibles tous les jours ou tous les 2 jours, selon le nombre de drones dont vous disposez. Et pendant près de 6 mois, les drones ont été essentiellement utilisés. C'est ainsi que je le dirais. Pourquoi? À cause de la forme en éventail. Lors des attaques, plusieurs drones étaient envoyés dans une direction comme s'ils couvraient tout. Mais au final, tous les drones ont été abattus. Il y a donc eu un flux d'informations. Oui, des drones volaient quelque part, mais cela ne réalisait rien. Maintenant, il est fort probable que des professionnels aient commencé à apparaître. Des professionnels dans l'armée, des professionnels au quartier général, des professionnels prenant des décisions concernant les frappes, des professionnels ciblant les zones arrières russes. Et vous pouvez déjà sentir qu'il y a des experts dans des secteurs spécifiques, car la destruction systématique de l'industrie pétrolière russe est clairement évidente.
Il y a une certaine séquence d'action dans les frappes sur l'industrie pétrolière, et elles sont même coordonnées avec la redistribution et le transfert de pétrole. En d'autres termes, les raffineries qui sont actuellement importantes pour les Russes pour recevoir du pétrole sont retirées et détruites. Ensuite, la suivante, celle qui est nécessaire, est retirée ensuite. Maintenant, nous pouvons déjà dire que cette approche professionnelle est également appliquée à la destruction des secteurs de transformation du gaz également. Par exemple, ils ont frappé cette usine de transformation de gaz à Orenburg. Ce n'est pas seulement une usine de transformation de gaz, c'est une usine qui fait partie du même cycle que l'usine d'hélium. Très peu de gens en parlent. Ils ne savent tout simplement pas. Mais en réalité, sur le même site, il y a l'usine de transformation de gaz d'Orenburg et juste à côté, l'usine d'hélium. L'usine d'hélium travaille directement pour l'industrie pétrolière russe en recevant les produits de transformation du gaz de l'usine de gaz. Le plus intéressant est que le gaz est fourni à Orenburg depuis le Kazakhstan. Il y a un champ kazakh à proximité qui est développé par un consortium international qui comprend la société russe Lusil. Les compagnies pétrolières, en gros, tous ces acteurs mondiaux pompent simplement du gaz des Kazakhs en leur donnant seulement 10%. En d'autres termes, ils volent pratiquement du gaz aux Kazakhs, le pompant vers l'usine de transformation de gaz russe d'Orenburg, puis l'argent va dans leur poche. D'ailleurs, la raffinerie de pétrole russe fonctionne exactement de la même manière. Elle est située à environ 1500 km plus à l'est et elle prend également du pétrole au Kazakhstan, ne donnant aux Kazakhs que de simples centimes, pratiquement rien. C'est exactement le même schéma, pour ainsi dire. Ensuite, le pétrole est transformé à la raffinerie de pétrole de Hess, qui est la plus grande de Russie. Elle traite 21 millions de tonnes par an. Et c'est vrai, il y a 3000 km pour nous y rendre. Ils pensent que nous y arriverons avec l'aide de ces mêmes Kazakhs. Au final, le peuple kazakh réalisera que son gaz et son pétrole leur sont simplement volés. Et alors, fermez simplement l'usine d'Orenburg. Fermez l'usine de Hess. Ils sont juste là. Et au moins, vous resterez avec votre pétrole et votre gaz au moins. Plus personne ne volera. C'est pourquoi des personnes aussi concernées nous aident, y compris avec les frappes sur Orenburg. Nous pouvons voir comment cela a été mis hors service. Au moins une ligne technologique a été fermée et cela signifie qu'ils ont arrêté le flux de gaz du Kazakhstan vers la Russie. Donc, en d'autres termes, ils ont résolu le problème en fait. Ils ont résolu deux problèmes à la fois. Ils ont réduit la quantité de pétrodollars, de dollars gaziers en ce sens dans l'économie russe, et ils ont également gardé le gaz pour eux-mêmes, qu'ils peuvent ensuite vendre ou au moins utiliser pour leurs propres besoins au Kazakhstan. Maintenant, public, veuillez aimer cette vidéo et partager vos réflexions dans les commentaires sur la performance et l'armement de l'Ukraine à propos de nos frappes. Roman Grigori, c'est aussi très important. Il y a eu un incident à la raffinerie de pétrole de Bakou-Bolchevikh dans la région de Samara en Russie. Des explosions et un incendie ont été signalés dans les locaux. L'usine produit plus de 20 types de produits commerciaux et son volume annuel de transformation primaire est de 4,9 millions de tonnes. Selon les premières informations, les unités de transformation primaire du pétrole ont été touchées. C'est grave. Qu'en pensez-vous? Eh bien, j'ai dit pétrole une ou deux fois. Extraction de pétrole. Ils m'ont dit que si tu dis ça encore une fois, tu n'auras pas de bonus. Tu dois dire extraction de pétrole. Alors après ça, j'ai commencé à corriger tout le monde. Je dis extraction de pétrole parce que sinon, les travailleurs pétroliers n'auront pas leur prime au moins. Eh bien, c'est une approche intéressante. Ils doivent extraire du pétrole. Eh bien, que ce soit. Il y a déjà eu plusieurs frappes sur l'usine de Novokuibychev. C'est l'une des principales usines en Russie qui produit entre autres du kérosène d'aviation. Pourquoi n'y a-t-il qu'une douzaine d'usines qui produisent du kérosène d'aviation en de telles quantités? Et pourquoi est-il si important pour nous de détruire précisément ce genre d'usine? C'est pourquoi je dis qu'à partir d'août, des professionnels de la désignation de cibles ont été introduits dans l'armée.
Ils détruisent exactement ce qui doit être détruit. Ne pas frapper des cibles au hasard, mais frapper ce qui compte. Parce que les sanctions de Malouk et Boudanov ont maintenant évolué vers les sanctions de l'armée ukrainienne professionnelle. Les sanctions tomberont que quelqu'un aime ou non. Ce sont les types de sanctions imposées par l'armée ukrainienne professionnelle qui sont appliquées à l'économie russe par la destruction du secteur pétrolier et gazier russe. Novokuibychev est l'un de ces types d'usines. Je crois qu'elle est située au sud-ouest de Samara, sur la rive gauche. En d'autres termes, ils ont atteint la cible, ont terminé la mission de combat et le cycle de production technologique a été interrompu. Premièrement, la production de carburant et deuxièmement, l'approvisionnement en pétrodollars de l'économie russe. En d'autres termes, la destruction continue de l'économie russe, ce qui finira par conduire, tout comme elle a conduit à l'effondrement de l'Union soviétique, à l'effondrement de la Fédération de Russie. Enfin, cette prison des nations périra, bien qu'il soit peu probable que Dieu l'accepte. Roman Elich. Et maintenant, nous avons de nouvelles mises à jour. Un chiffre a déjà émergé. 84% des régions de Russie connaissent une pénurie de carburant. C'est à partir de maintenant. Au milieu des attaques de drones, les stations-service russes se vident, les files d'attente aux pompes à essence s'allongent et les prix montent en flèche. Et en ce moment, les 4 régions de la fédération terroriste ont rejoint le flash mob Pas d'essence. Yamalonets, excusez-moi, district autonome, Touva, Oudmourti et Oblast de Kirov. Qu'en pensez-vous, Roman Grégory? Au flash mob Pas d'essence. Nous devrions ajouter un flash mob pas de céréales pour la direction russe. Oui, et le gagnant sera Moscou. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous avons plaisanté une fois avec vous au sujet des bains de la Roubliovka. C'est là que la plupart de ces décisions sont prises, probablement parce qu'il fait trop froid dans les bains de la Roubliovka. Ils doivent augmenter le chauffage. Bien sûr, la balistique serait meilleure. Je veux dire que la balistique augmente assez bien la température. Pensez-y. Qui aurait pu avoir l'idée d'attaquer un pays de 40 millions d'habitants au centre de l'Europe, 600 000 km²? Il n'y avait absolument aucun cerveau impliqué. Je veux dire, il faudrait être complètement fou pour se lancer dans cette aventure. C'est une aventure militaire. Je suis un militaire. Je comprends juste ce que signifie mener des opérations militaires, leurs étapes, leurs possibilités. Et c'est dans sa forme la plus pure une aventure militaire. Capturer un pays de 40 millions d'habitants, 600 000 km², est impossible pour un pays qui, même s'il est 5 fois plus grand, même si ses ressources sont disons tout autant, ce sont simplement des choses irréalistes. Cela ne peut pas être fait. Et maintenant, Poutine comprend qu'il ne pourra pas capturer toute l'Ukraine. Il n'a pas assez de force, de ressources ou de temps pour cela. Même s'il y a 120 ou 150 millions de personnes qui y vivent, il n'aura tout simplement pas assez de temps pour accomplir cette tâche. Il essaie d'en grignoter des morceaux petit à petit. C'est pourquoi l'approche initiale était fausse dès le début. En ce qui concerne la prise de décision, je le répète, du point de vue de tout militaire, et tout militaire vous le dira, c'est un pari militaire dans lequel Poutine a entraîné la Fédération de Russie. Et maintenant, elle est confrontée à un contre-coup, une vague des mêmes frappes que les Russes ont autrefois infligées à l'Ukraine, détruisant notre industrie pétrolière, nos raffineries de pétrole, notre économie. Mais l'Europe nous a soutenus. L'Europe nous a soutenus. Le monde démocratique, le G7, le G20, tout est clair. En d'autres termes, il y a un soutien sérieux. Le monde entier est notre arrière, alors que les Russes n'ont pas d'arrière du tout. Quant aux Chinois, c'est le genre d'arrière qu'ils sont. Ils profiteront eux-mêmes de la situation, se retourneront et en profiteront encore. Et ils se réconcilieront avec les Indiens, leur demanderont le Kama Sutra et trouveront de nouvelles positions concernant la Russie qui ne seront pas de l'aide, mais quelque chose d'autre entièrement. Ils diffuseront ce genre d'aide, et il n'y a vraiment plus personne d'autre pour les aider. Ils n'ont pratiquement pas d'arrière. Et dès que nous nous sommes impliqués, nous en avons gagné un.
Une certaine quantité de moyens de frappe est nécessaire pour faire à l'infrastructure pétrolière russe ce que les Russes ont fait à la nôtre. Maintenant, cette contre-vague a été lancée et les Russes eux-mêmes sont sur le point de la vivre de première main. Que signifie réellement une vraie guerre? L'Ukraine n'a vraiment commencé à se battre qu'en août 2025. Nous ne nous battons vraiment que depuis 3 mois maintenant, mais c'est la guerre dans sa forme la plus pure. Les zones arrières de l'ennemi sont détruites. Nous venons de commencer à cibler leurs positions arrières. Et jusqu'à présent, il n'y a que la partie européenne de la Fédération de Russie. Nous n'avons même pas encore dépassé les monts Oural. Il y a eu l'opération Webb. Il y a eu plusieurs frappes avant Gourovski. Ils ont même atteint Vladivostok et ont touché des pétroliers là-bas. Très probablement, ils voulaient cibler la 115e brigade, mais en réalité, nous n'avons toujours pas traversé les monts Oural. Il reste encore beaucoup de travail à faire avant d'atteindre les monts Oural. Donc, le fait que certaines régions occidentales de la Russie connaissent maintenant ces pénuries de carburant, elles se produisent déjà, et bientôt, elles atteindront également Moscou. Très probablement, les régions orientales les connaîtront également. Là, les problèmes seront clairs car les distances sont si vastes. Le transport de marchandises y dépend principalement du carburant. Donc, s'il manque de carburant, cela posera problème. Le problème même dont nous avons besoin et que nous allons délibérément créer. Pourquoi? Pour aider à provoquer l'effondrement de la Fédération de Russie. 17 millions de kilomètres carrés de territoire sans carburant, vous ne pouvez pas traverser. Imaginez simplement combien de temps il faudrait à quelqu'un sur un âne, ou plutôt à des ânes sur de petits ânes, pour aller de Sakhaline à Moscou. Ils n'y arriveraient même pas avant la seconde venue. Et quelque part, à mi-chemin de la Sibérie, ils abandonneront tout simplement et diront à l'enfer avec ça et retourneront à Sakhaline. D'ailleurs, non loin de là se trouve la République populaire d'Ukraine d'Extrême-Orient, notre Zelony Clint. Merci. Tous ces processus, à la fin, ce qui a commencé maintenant, conduira à l'effondrement de la Fédération de Russie, et l'effondrement de l'État conduira à l'effondrement de l'armée. Pourquoi? Parce que l'armée est un dérivé de l'État. C'est pourquoi nous avançons dans cette direction. Lentement, petit à petit, étape par étape, nous descendrons de la montagne et nous nous occuperons de tout ce troupeau russe, avant même que les Chinois n'aient la chance de s'occuper d'eux depuis l'Est. Nous nous en occuperons depuis l'Ouest. Cher public, écrivez simplement des compliments sur l'humour. Roman Grigori, parce que c'est vraiment toute une histoire à part dans notre émission. Roman Grigori, une nouvelle très intéressante. La sous-station russe Vishkamo de 500 kW a été attaquée avec succès et tout le monde écrit que cette station est un centre important dans l'anneau électrique de la région du centre de la Volga qui relie les systèmes énergétiques des monts Oural et de la Russie centrale. Ils disent que c'est un grand succès. Comment évaluez-vous cela, Roman Grigori? Nous en avons déjà parlé et nous l'avons déjà expliqué à nos auditeurs. Il existe plusieurs systèmes d'alimentation électrique en Ukraine. C'est le soi-disant système de réseau. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'à partir de la production, divers types de production à partir de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques et maintenant aussi de centrales solaires et éoliennes, des lignes électriques se ramifient, convergeant de plusieurs sources comme des rayons d'un moyeu, pourrait-on dire, vers les principaux consommateurs. Donc, en principe, nos consommateurs peuvent être alimentés de différentes directions. C'est le genre de réseau que nous avons. Oui, d'une part, il est difficile de maintenir la fréquence là-bas ou de trouver un moyen d'équilibrer la puissance. Mais pour nous, le but des interconnexions, cela remonte à l'Union soviétique. À l'époque, l'Ukraine, précisément parce qu'il y avait de nombreuses chaînes techniques et technologiques et des entreprises industrielles, était alimentée en conséquence. Par exemple, toute mine est alimentée par au moins 3 sources différentes. Ainsi, votre peuple ne peut pas être laissé sans électricité. Naturellement, la traction électrique doit être maintenue. Et c'est la même situation avec les usines métallurgiques, les centrales nucléaires, etc. En Russie, c'est différent.
Mais pour nous, puisque nous avons 600 000 km² de territoire, c'est en fait assez compact. Mais les Russes ont un problème. Leur territoire est allongé, étiré, et il y a plusieurs zones, au moins environ 7 ou 8 zones de production et 7 ou 8 zones de consommation. De plus, ce soi-disant pic, ou plutôt le mouvement de ce pic d'est en ouest, s'applique à la fois à la consommation d'électricité et à sa production. Il transfère l'électricité en utilisant des stations comme celle-ci, qui sont situées entre les zones principales. En gros, l'électricité, Koametei, est produite dans les monts Oural et consommée à Moscou. Il n'y a donc qu'une seule station là-bas qui transfère l'électricité dans une direction où, par exemple, lorsque le pic se déplace vers l'ouest, il commence à revenir vers l'est dans l'autre direction. Donc, si ces stations sont retirées, si les stations sont mises hors service, ce système linéaire d'alimentation électrique sera perturbé. Et alors, par exemple, dans les monts Oural, l'électricité produite n'aura nulle part où aller. Ils devront donc l'arrêter. Tandis qu'en même temps, à Moscou, où cette électricité est nécessaire, elle ne sera tout simplement pas disponible. Ils devront couper un quartier entier. C'est ce qui se passe lorsque vous frappez des stations de ce genre. Mais c'est le problème des Russes. Ils ne peuvent tout simplement pas le résoudre juste à cause du territoire allongé du pays et du territoire allongé et à cause de sa vaste superficie de 17 millions de km² de Russie. Nous en profitons donc, c'est pourquoi je dis que maintenant des sanctions sont imposées aux Russes. L'armée ukrainienne professionnelle, de vrais professionnels, ont intensifié leurs efforts, y compris dans le secteur de l'énergie. Il y a également eu plusieurs autres frappes sur des stations et des sous-stations autour de Moscou. D'ailleurs, presque personne n'en parle. 4 sous-stations autour de Moscou ont déjà été mises hors service. Nous sommes arrivés jusque-là. Ce sont des couloirs technologiques, des soi-disant couloirs énergétiques qui mènent à Moscou, apportant de l'électricité directe ou par exemple du gaz pour les centrales thermiques. Ce sont des capacités d'équilibrage ou des oléoducs et des pipelines de produits pour l'essence et le diesel. Il y a donc 8 de ces couloirs qui mènent à Moscou. Si vous les mettez hors service étape par étape dans un cercle à l'extérieur du périmètre de défense aérienne de Moscou, qu'ont-ils fait? Ils ont couvert Moscou avec la défense aérienne. Il est donc impossible d'y entrer, sauf avec des missiles balistiques. Mais à l'extérieur de la défense aérienne de Moscou se trouvent ces 8 couloirs. Si vous les retirez, vous pouvez créer le même type de panne d'électricité que si vous veniez de frapper Moscou avec des missiles balistiques. C'est exactement ce que notre armée ukrainienne professionnelle est en train de faire en ce moment. Mon Dieu, Roman Nikolai, ta musique, tes mots sont comme une chanson pour mon âme. Roman Nikolai. Alors, quoi d'autre les forces armées d'Ukraine et l'état-major? L'état-major signale-t-il que nous avons attaqué la région de Moscou et le plan de tapis a été mis en œuvre dans les aéroports de Nijni Novgorod, Penza, Samara, Tambov, Sotchi, Kaluga, Ulanovsk et Oufa. Le trafic aérien a été interrompu. C'est la géographie des frappes. Qu'en pensez-vous? Eh bien, la suspension actuelle du trafic aérien est très probablement due, par exemple, à nos avions volant le long de certaines routes désignées dans le ciel. En d'autres termes, les soi-disant plans de tapis sont, d'un point de vue technique, des actions très importantes d'ailleurs, qui sont spécifiquement destinées à prévenir toute situation d'urgence possible dans les airs. En d'autres termes, il vaut mieux ne pas laisser un avion décoller ou atterrir que d'avoir à déterminer quel point il était, quel type de soi-disant ovni il était et quel missile a essayé de l'abattre. Tout le monde se souvient encore de l'Azerbaïdjan, que ceux qui y sont morts reposent en paix. Les gars et les filles, je veux dire les personnes qui étaient à bord de ce vol azerbaïdjanais qui a été abattu par un missile russe. Donc, afin de ne pas être touché comme ça, par exemple, l'avion azerbaïdjanais a été touché et ils ne veulent pas que le leur soit touché. Naturellement, ils ont annoncé le plan de couverture dès qu'un objet volant non identifié est détecté et que les systèmes de défense aérienne sont activés, passant en mode combat
Et certains de ces systèmes fonctionnent automatiquement, ce qui signifie qu'ils abattent tout ce qui bouge dans les airs, comme ils disent. C'est pourquoi, de ce point de vue, de telles actions automatisées sont justifiées. Bien sûr, cela démontre simplement la géographie de nos drones ou des vols de moyens de frappe, y compris les missiles également. Il s'agit donc d'une zone assez importante, allant à peu près de Rostov à Oufa, ce qui fait plus de 1000 km, puis naturellement du sud de Rostov à Ulyanovsk, ou plutôt jusqu'à Moscou, et plus au nord, cela fait encore 1000 km. Donc, une grande zone est maintenant couverte. Principalement, nous ciblons maintenant l'infrastructure énergétique russe. Ces 8 couloirs que j'ai mentionnés. Le pétrole russe, le secteur gazier russe, le pétrole et les produits chimiques. Le prochain pour la Russie, permettez-moi d'ajouter la métallurgie. Et pourquoi ne devrions-nous pas oublier la métallurgie? C'est une autre industrie qui rapporte beaucoup de devises étrangères au trésor russe. C'est pourquoi la métallurgie doit absolument être ciblée, en particulier la métallurgie. Une usine de cuivre est en fait très facile à fermer. Chaque usine de cuivre a un atelier d'oxygène. D'ailleurs, ce n'est pas seulement une tâche pour nos drones. C'est une tâche pour tous ceux qui se soucient. Si vous retirez l'atelier d'oxygène, il explose de presque n'importe quelle bombe aérienne, de pratiquement n'importe quelle étincelle. Vraiment. Si l'atelier d'oxygène est fermé dans une usine de cuivre, toute l'usine s'arrête. Donc, c'est une autre façon de mettre la pression sur l'économie russe. Roman Igorovitch, il y a aussi eu de nouvelles vidéos d'explosions à l'usine de défense Avangard, à Bashkortostan. Il me semble que nous avons déjà parlé d'attaquer cette usine de défense, mais si je comprends bien, il s'agissait d'une attaque répétée. Selon les données mises à jour des Russes, des bâtiments ont été attaqués. Il y a eu une explosion dans l'installation et ils signalent qu'il s'agissait d'une attaque de drone. Avangard est situé dans la ville de Sterlitamak. Comment cela fait-il partie de la société d'État russe RST? L'entreprise produit des explosifs industriels et est également impliquée dans l'élimination d'armes et d'équipements militaires. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Ils produisent spécifiquement des roquettes, je veux dire des roquettes non guidées. Ils fabriquent donc bien sûr également du carburant pour fusées et des explosifs de ce niveau. Il était important pour nous de les atteindre. Une fois de plus, les explosions ont été efficaces. Si vous montrez les images, elles sont disponibles dans le flux d'informations. En d'autres termes, nous avons frappé exactement là où nous devions le faire. La portée est de plus de 1000 km. Nous les avons donc atteints. Nous avons plaisanté une fois nous-mêmes. Rappelez-vous que Malouk n'a probablement pas eu beaucoup de chance avec une fille bachkire. Alors maintenant, c'est comme s'il essayait à nouveau de la reconquérir. Mais bien sûr, ce n'est plus seulement le travail du service de sécurité, c'est vraiment le travail de notre armée ukrainienne professionnelle. Maintenant, ce sont les forces de défense ukrainiennes qui sont à l'œuvre, et elles fonctionnent à pleine capacité. Tous les services spéciaux se sont déjà joints. Tous les mécanismes des forces armées ukrainiennes et des services spéciaux et de la direction principale du renseignement, le service de sécurité, le service de renseignement extérieur, les forces de drones, les forces d'opération spéciales, la flotte aérienne, c'est-à-dire nos forces aériennes et notre marine sont tous impliqués. En d'autres termes, tout l'éventail de nos forces de sécurité a enfin commencé à se concentrer spécifiquement sur les zones arrières de l'ennemi. Ensuite, cela a un effet très significatif, en commençant par l'arrêt de l'économie russe qui, comme nous l'avons discuté avec vous auparavant à propos de Nebulina, sera affecté l'année prochaine, mais pas dans cette direction. Nebulina est tatar et non bachkiré, juste pour que vous le sachiez, pour votre compréhension. C'est donc un peu différent en ce qui concerne le Tatarstan. Et en fait, la direction principale du renseignement travaille principalement au Tatarstan. C'est l'œuvre de Boudanov. Très probablement, ils ne veulent pas se marcher sur les pieds, donc certains travaillent au Tatarstan, tandis qu'à proximité, au Bashkortostan. Le service de sécurité est déjà à l'œuvre. C'est pourquoi Nabulina sera certainement blâmée l'année prochaine, parce qu'elle ne sera pas en mesure de gérer cette situation, à moins que quelqu'un ne l'arrête. Ici,
il est très important que cela commence déjà pour la deuxième fois. L'année dernière, ils ont bien commencé et se sont arrêtés en mai. Cette année, ils ont bien commencé et se sont arrêtés en mars. Maintenant, ils ont enfin commencé en août et c'est déjà le 3e mois. Eh bien, si les choses continuent comme ça, si personne ne l'arrête, alors l'économie russe ne sera pas en mesure de passer à travers l'année prochaine, si Dieu le veut. Roman Igorovitch, Business Insider, a rapporté que les drones intercepteurs ukrainiens bon marché changent les règles de la guerre et deviennent un élément clé de la défense. Selon l'amiral Pierre Vanny, commandant suprême allié Transformation Strike Type, les drones intercepteurs sont parmi les moyens de protection les plus prometteurs contre les attaques russes. Au cours de l'une des récentes barges massives, ils ont abattu plus de 150 drones. L'Ukraine vise à augmenter sa production à 1 millier de ces intercepteurs par jour. Votre analyse est particulièrement intéressante ici, Roman Grigori. Eh bien, ce n'est pas une panacée. Abordons cela du point de vue des faits du monde réel. Pour le moment, oui, il y a la capacité d'intercepter les drones russes avec des moteurs à combustion interne. Ils sont à basse vitesse, volent à basse altitude et ont une maniabilité limitée. Dans ce cas, Wicam WCAI, théoriquement, vous pouvez les intercepter avec un drone. Mais encore une fois, ce n'est qu'environ un quart du trafic total, pas plus que cela, car ils peuvent toujours voler à des altitudes plus élevées, au moins un peu plus élevées, ou à des altitudes extrêmement basses, ce qui rend impossible, par exemple, d'engager ce drone. C'est pourquoi c'est l'un des mécanismes pour contrer les drones russes. Si nous regardons les choses de manière réaliste et que nous pensons à l'avenir, nous devons absolument penser de manière stratégique à cet égard. Comprendre que les drones gourans russes, les gourans chinois russes, s'éloigneront des moteurs à combustion interne et passeront aux turbines, pour ainsi dire. En d'autres termes, ils ont déjà commencé à les installer. Le Jiren 3 est déjà un drone, essentiellement un drone à réaction. On pourrait dire qu'il a une turbine. Le moteur permet à ce drone d'accélérer à des vitesses supérieures à 500 km/h et d'atteindre des altitudes supérieures à 5000 mètres. Et à ce moment-là, un drone intercepteur ne pourra pas le rattraper. Tout d'abord, il ne pourra pas le rattraper. Et deuxièmement, il ne pourra pas l'atteindre en termes d'altitude. Nous devons donc regarder vers l'avenir et comprendre que la solution optimale, pour le moment, est d'utiliser des systèmes de missiles anti-aériens avec des missiles très peu coûteux. Nous devons examiner la meilleure façon de les guider. En d'autres termes, de le faire de manière optimale. Maintenant, nous avons commencé à recevoir des tuiles. D'ailleurs, les missiles qui arrivent maintenant sont une très bonne solution. Ils ont trouvé la bonne façon d'utiliser des roquettes non guidées. Narov est une roquette non guidée lancée depuis les airs. On l'appelle aussi quelque chose comme une hydre. Il s'agit d'une roquette de 70 mm dans laquelle, en séparant la section du propulseur de l'ogive, un système de guidage est inséré. Et ce système de guidage permet à la roquette d'atteindre la cible avec une précision de près de 100% en utilisant le ciblage laser réfléchi. En d'autres termes, c'est un soi-disant pointeur laser. Le faisceau laser illumine la cible et ensuite la roquette peut se diriger vers n'importe quelle cible, même les plus difficiles. Ce n'est pas seulement pour les drones Jiren. Il pourrait également être utilisé contre les missiles de croisière. En principe, toute surface réfléchissante peut être ciblée, et cette roquette peut accomplir sa mission contre elle. De plus, il peut être utilisé contre les drones, les missiles de croisière, les hélicoptères, les avions, et il peut également être utilisé contre des cibles terrestres avec ce système de pointeur laser. Par exemple, si une cible est illuminée, elle peut également frapper des cibles terrestres telles qu'un char ou une position fortifiée. C'est pourquoi l'avenir réside très probablement dans ces mécanismes. Si nous parlons de stratégie, il devrait s'agir d'un missile multifonctionnel et capable d'effectuer de telles tâches. La seule chose est qu'il doit être peu coûteux. Voici l'une des options pour les missiles bon marché, moins chers que le Jiren russe, avec un moteur turbocompressé.
Et c'est exactement ce qui nous permettra très probablement de compter sur une couverture complète de la ligne de front contre le passage de cibles aériennes au moins. Bien sûr, il n'atteindra pas les cibles balistiques, mais il peut protéger contre les cibles aériennes. Mais jusqu'à ce que tout cela se produise, il faudra du temps. Il doit y avoir un grand nombre de systèmes de défense aérienne, un grand nombre de missiles modifiés, et le processus doit être mis en marche. En attendant, nous aurons certainement besoin de drones intercepteurs et nous aurons besoin d'avions légers, dont nous parlons depuis plusieurs années maintenant. Avions légers qui achèveront tout ce qui passera la ligne de front. Ces missiles sont donc mieux utilisés dans ce que l'on appelle la défense aérienne frontale. Là, ils pourront également opérer contre des cibles terrestres par la suite. Et tout ce qui parvient à passer la ligne de front d'une manière ou d'une autre peut être traité à l'aide de drones intercepteurs, d'avions légers, d'hélicoptères et d'avions de combat. Plus des systèmes de missiles solaires à moyenne et longue portée qui peuvent également effectuer ce type de tâches. C'est pourquoi il est cessé nécessaire de construire un système de défense zonale multicouche dès le début. C'est la défense aérienne. C'est de quoi nous parlons en ce moment. Roman Agorovitch, il y a des nouvelles intéressantes de Pologne. Un tunnel souterrain a été découvert à la frontière en Pologne. Le tunnel a commencé du côté biélorusse et s'est terminé à environ 20 mètres de la clôture du côté polonais. Les gardes-frontières polonais du navire Podlasie Woda ont découvert ce tunnel qui avait été creusé sur plusieurs dizaines de mètres sous la clôture à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Cela a été annoncé par le ministre polonais de l'Intérieur, Martin Kierwiński, et tout le monde discute que tout d'abord, cela n'a pas été fait par des migrants pour la migration illégale. Il s'agit très probablement d'une opération de sabotage des forces militaires russes ou russes-biélorusses. Et ici, votre opinion est intéressante, car la publication polonaise Anet a noté que ce n'est pas la première fois qu'un tel tunnel est découvert à la frontière. En septembre, des migrants illégaux ont tenté de traverser la frontière de Biélorussie vers la Pologne de cette manière. Mais beaucoup pensent que ce n'étaient pas des migrants, mais très probablement une opération de sabotage de la Russie. Qu'en pensez-vous? Eh bien, à moins que Loukachenko n'ait creusé le tunnel lui-même pour vendre des pommes de terre sur les marchés polonais, alors cela pourrait être du sabotage, bien que cela soit peu probable. Le fait est que des tunnels de ce genre sont pratiquement partout, à toutes les frontières. Je veux dire que les gens les creusent. Ils creusent le long des fortifications frontalières. La meilleure façon de traverser quelque chose qui est fermé est d'essayer de creuser un tunnel en dessous, où il y a certaines zones avant la frontière, pas la frontière elle-même, mais des zones spécifiques que vous devez traverser avant d'atteindre la frontière. Et celles-ci sont gardées par les gardes-frontières, disons, de leur propre pays. Ils creusent donc des tunnels sous ces zones pour atteindre la frontière réelle. C'est le genre de tunnel qu'ils creusent. Nous avons eu pas mal de ces cas à notre époque également. Et ce n'était pas seulement des tunnels non plus. Parfois, les gens posaient des tuyaux souterrains pour pomper de l'essence ou du diesel. En d'autres termes, pour transférer du carburant à travers. Donc, en gros, c'est juste une action trop triviale pour penser qu'elle a été faite délibérément, disons, par les gars du FSB. Les gars du FSB ne vont pas creuser. Imaginez-les sortir de leur G-Wagon et commencer à creuser quelque part. Cela n'arrivera pas. Ils ne vont pas faire ça. Je veux dire que s'ils ont besoin de faire quelque chose, ils s'en occupent différemment. Donc, je pense que c'est juste quelque chose de trivial, peut-être lié au transport des mêmes immigrants illégaux, sans exclure cette possibilité. Regardez simplement la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Elle est toute creusée sur toute sa longueur et partout. Donc, ici, nous n'allons certainement pas chercher une sorte de grand programme caché. Eh bien, la seule chose que je vais répéter est que si Loukachenko avait assez de surplus, il demanderait à ces gens de l'envoyer sur les marchés polonais où c'est un peu plus cher.
Roman Nicole, pour conclure, j'aimerais que nous réfléchissions à l'interview que Vladimir Zelensky a accordée aux journalistes après sa visite à Washington. En bref, le front de défense aérienne des Tomahawks. La situation dans la direction de Kupiansk s'est améliorée. Dans la région de Pokrovsk, c'est difficile mais stable. Dans la région de Novopavlka, les combats se poursuivent pour 3 villages libérés et les choses se sont améliorées dans la région de Sunoumi. L'Ukraine et les États-Unis préparent un contrat pour l'achat de 25 systèmes Patriot. Trump n'a pas transféré de missiles Tomahawk afin d'éviter une escalade avec la Russie. Merci. Budapest et ses territoires ne sont pas le meilleur endroit pour une réunion. La Russie n'a pas changé sa position, exigeant que l'Ukraine se retire complètement des régions de Donetsk et de Louhansk. La position de l'Ukraine reste inchangée. Il n'y aura pas de retraite du Donbass. La question reste non résolue. De nos négociations, il est clair que si l'Ukraine accepte ce qui a été mis sur la table, c'est-à-dire une mauvaise solution territoriale, alors ils essaieront de tout résoudre d'autres sans nous. Et concernant la vente de drones, tant les États-Unis que l'Ukraine et l'Amérique sont intéressés par un accord sur la vente de drones américains. Zelensky a souligné que de tels systèmes sont importants pour les guerres futures des États-Unis. Et nous avons des accords avec la Slovaquie sur les importations de gaz. La Russie et l'Europe ont perdu contre les Américains. Il existe 3 grands projets énergétiques entre les États-Unis et l'Ukraine. Tout sera merveilleux. Le développement de terminaux GNL potentiellement à Odessa. Roman Grigori, qu'en pensez-vous? Il n'y a plus de canulars là-bas. Non, tout autour, c'est constamment mauvais. Eh bien, pas mauvais pour moi, mais constamment pas bon là-bas. Il y a un problème sérieux là-bas maintenant. Et c'est exactement à quoi ressemble la capitulation du Donbass. Vous n'avez pas à en parler. Vous pouvez simplement le faire. Ce que nous avons vu ces derniers temps, c'est exactement cela. Le Donbass est en train d'être cédé. Les Russes ont déjà capturé près des 4/5 du Donbass. Il nous reste un 5 sous notre contrôle. Mais c'est un 5e important. Pourquoi? Parce que c'est la soi-disant 3e ligne de défense qui empêche les Russes d'avancer vers le fleuve Dnipro. Cela inclut également les régions de Zaporizhia, de Dnipropetrovsk et de Poltava. Cette 3e ligne doit donc être tenue de Pokrovsk à Kupiansk et nous rencontrons de très graves difficultés à Kupiansk également. C'est pourquoi, sur la ligne de front en ce moment, et les Russes ont lancé la 2e vague dont nous discutons avec vous depuis 6 mois maintenant. Cela se produit déjà et leur équipement est en mouvement. Ils essaient de percer parce qu'il y a des problèmes ici qui doivent être résolus et en aucun cas nous ne pouvons laisser les Russes passer. S'ils atteignent l'espace opérationnel, nous pourrions perdre la rive gauche de l'Ukraine et ce serait très mauvais. Ce serait irrécupérable au moins pour les prochaines années, voire des décennies. Et le Donbass, en somme, en ce moment, c'est comme un os dans la gorge des Russes. Même le territoire restant, la 3e ligne de défense, est comme un os dans la gorge des Russes. C'est pourquoi ils veulent soit le retirer, soit l'avaler d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi ils font des demandes, comme simplement vous retirer comme ils l'appellent. En d'autres termes, en aucun cas, cela ne devrait être fait, tout comme les hostilités ne devraient pas être arrêtées. Cela doit également être clairement compris. Tout arrêt des hostilités donnera à l'ennemi une pause opérationnelle pour renforcer ses forces, ses ressources et continuer à avancer. Est-ce notre première année à cela? Nous sommes à cela depuis 2014. Nous avons déjà traversé Minsk 1 et Minsk 2 et les avons jetés dans les toilettes. Cette question doit donc être suivie de près et toute discussion sur des accords avec les Russes doit être oubliée. Quels accords? Surtout qu'ils sont sur notre territoire. Même tout contact avec l'ennemi, s'il est sur votre territoire, est une capitulation. En aucun cas, nous ne devons accepter la capitulation. Sinon, c'est tout à fait juste. Cela signifierait remettre une partie de l'Ukraine sur un plateau d'argent. Ils les laisseront juste partir après. Pas seulement un plateau. Nous perdrons notre main, notre tête. Tout sera parti. Donc, je me fiche de quel Budapest il s'agit. Nous ne devons pas entrer en contact, pas à Budapest ni ailleurs d'ailleurs. Nous ne devons pas entrer en contact,
Trump veut juste serrer Poutine dans ses bras une fois de plus là-bas. Mais c'est leur problème. Offrez-leur le Kama Sutra en cadeau. Laissez-les enfin régler correctement tous ces problèmes techniquement parlant. Sinon, ils se réunissent et se séparent toujours, mais ne se mesurent jamais vraiment les uns aux autres. Donc, en ce sens, il est préférable pour nous de traiter Trump comme une odeur. Éloignez-vous et vous ne la sentez pas. Alors, comment devriez-vous traiter une odeur? Éloignez-vous et vous ne la sentez pas. C'est ce qu'on appelle. C'est ainsi que nous devrions traiter Trump parce qu'en ce moment, il empeste l'esprit russe comme il l'appelle. Il ne sert à rien de l'attirer quelque part ou de remuer les choses. L'option optimale est de travailler à travers l'Europe. Par exemple, des accords sur la fourniture du Patriot, un bon véhicule Patriot, une excellente machine américaine. Il accomplit pleinement ses tâches et en principe, 25 Patriots ne nous feraient certainement pas de honte mal. De grosses sommes d'argent comme celle-là doivent être coordonnées avec les Européens. Fondamentalement, il est préférable de tout obtenir par leur intermédiaire. Bien qu'encore une fois, nous ne devrions pas nous contenter des seuls Patriots. Il y a aussi le SMT et il y a toujours des systèmes antibalistiques également. L'option optimale est d'assurer la sécurité de notre pays contre les missiles balistiques russes. Avoir nos propres missiles balistiques qui peuvent atteindre les manoirs de la Roubliovka. C'est la chose la plus importante. En d'autres termes, nous devons avoir nos propres missiles balistiques qui peuvent couvrir Moscou. Et Moscou ne peut être touché qu'avec des missiles balistiques. Et lorsque nous aurons la capacité de lancer des frappes miroirs sur la capitale russe après cela, croyez-moi, nous n'aurons même plus besoin de Patriots. Il est donc préférable d'investir l'argent actuellement alloué aux Patriots dans la production de nos propres missiles balistiques. Il y a 500 km jusqu'à Moscou. Comprenez-le. Mettez en place la chaîne de production et accomplissez ce genre de tâches. Cher public, veuillez aimer cette vidéo et écrire quelques mots gentils en soutien à l'Ukraine dans les commentaires. Avec le célèbre analyste militaire Roman Eretin, nous discutons des événements militaires et patriotiques actuels 3 fois par semaine. Roman Grégory, je vous suis très reconnaissant. Au revoir.